Dans l'atmosphère lourde et presque étouffante qui enveloppe Montpellier depuis la mort brutale d'Isor, un nom ressurgit comme une ombre venue du passé, un nom que certains auraient préféré ne jamais entendre à nouveau. Celui de Raphaël Atlan. À peine prononcé, il semble fissurer les certitudes, réveiller des blessures anciennes, et surtout faire vaciller deux personnes qui pensaient avoir enfoui à jamais ce chapitre de leur vie, Baker et Claudine. Pendant ce temps, dans les couloirs du commissariat, une tension sourde s'installe, presque imperceptible pour ceux qui n'en connaissent pas l'origine. Mais pour Baker, chaque pas résonne comme un rappel du passé. Son regard se perd parfois dans le vide, comme s'il voyait défiler devant lui des scènes anciennes qu'il aurait voulu oublier. Ce n'est pas simplement une affaire de meurtre de plus. C'est une histoire qui remonte à 25 ans, une époque où ses choix, ses sentiments et ses erreurs ont laissé des traces bien plus profondes qu'il ne l'avait imaginé. Claudine, de son côté, ressent cette même angoisse diffuse, ce frisson qui ne la quitte plus depuis que le nom d'Atlan a refait surface. Elle tente de garder contenance, de se convaincre que tout cela appartient au passé, que rien ne pourra prouver ce qui s'est réellement joué à l'époque. Pourtant, au fond d'elle, une certitude s'impose. Certaines vérités ne disparaissent jamais vraiment. Elles attendent simplement le moment opportun pour ressurgir. C'est alors que les souvenirs remontent, sans prévenir, comme une vague violente. 25 ans plus tôt, Baker et Claudine étaient liés autrement, non seulement par une relation sentimentale mais aussi par une affaire trouble qui avait mis leur couple à rude épreuve. Raphaël Atlan n'était pas un simple nom dans un dossier. Il représentait déjà une menace, un homme capable de manipuler, de séduire, puis de détruire sans jamais laisser de traces évidentes. Dans le même temps, les discussions autour de cette ancienne affaire refont surface dans l'entourage de Baker. Certains, comme Clémence, n'hésitent pas à évoquer le rôle que cette histoire a pu jouer dans la rupture entre Baker et Claudine. Une fracture qui, à l'époque, semblait incompréhensible pour beaucoup, mais qui aujourd'hui prend un tout autre sens. Janet elle-même commence à se demander si ce passé n'est pas la clé de tout ce qui se joue actuellement. Baker, quant à lui, ne peut s'empêcher de replonger dans les détails de ce dossier oublié. Une constante revient, troublante, presque terrifiante. À chaque fois, les femmes liées à Atlan finissent par mourir, souvent au moment où elles cherchent à s'éloigner de lui. Cette répétition macabre s'impose comme une évidence qu'il ne peut plus ignorer. Et une question obsédante le hante désormais, et si Atlan avait recommencé ? À ce moment-là, comme si le destin cherchait à accélérer les choses, Raphaël Atlan reçoit un appel du commissariat. La voix d'Aude Ruiz est calme, professionnelle, mais la convocation ne laisse aucune place au doute. Il est désormais au cœur de l'enquête. Ce simple appel suffit à faire basculer la situation dans une nouvelle dimension. Pendant ce temps, ailleurs dans la ville, d'autres tensions se jouent, moins visibles mais tout aussi importantes. Charles, encore marqué par la disparition tragique d'Elliot, tente de retrouver un semblant de normalité. Pourtant, il se heurte à une réalité émotionnelle qu'il ne maîtrise pas. Il avoue à Muriel son incapacité à accepter certaines responsabilités, notamment celle de devenir le parrain de Thomas, une proposition qui le dépasse et le fragilise encore davantage. Muriel, consciente de la fragilité de Charles, choisit d'intervenir. Elle refuse de laisser cette situation dégénérer et tente de convaincre Ève de renoncer à cette idée. Pour elle, il est évident que Charles n'est pas prêt, que cette pression pourrait le faire sombrer encore plus profondément. Mais Ève, dans son obstination, refuse de céder. Elle est persuadée que ce rôle pourrait au contraire aider Charles à avancer, à surmonter le deuil d'Elliot. Cette divergence de point de vue révèle un conflit plus profond, une incompréhension qui dépasse la simple question du parrainage. Ève semble s'accrocher à des solutions concrètes pour éviter de s'effondrer, tandis que Muriel perçoit le danger d'une telle fuite en avant. Dans le même temps, une autre confrontation émotionnelle se joue lorsque Jérémy décide de se rendre à la rédaction de Midi Libre pour retrouver Paloma. Son besoin de se justifier, de clamer son innocence, le pousse à franchir cette porte malgré le rejet évident qu'il risque de rencontrer. Lorsqu'il lui demande de lui dire qu'elle le croit, sa voix trahit une fragilité qu'il peine à cacher. Mais Paloma, blessée par le passé, reste inflexible. Sa réponse est froide, presque détachée. Elle lui fait comprendre que sa croyance ou son absence de croyance ne changera rien à la situation. Derrière cette distance, il y a une colère sourde, une incompréhension face à l'audace de Jérémy qui ose encore chercher du soutien après ce qu'il lui a fait. Pendant ce temps, Florent poursuit ses démarches en rencontrant Nathalie Jiménez au parloir. La discussion qui s'engage est lourde de sous-entendus. Lorsqu'il évoque Franz Müller, Nathalie balaie rapidement l'idée qu'il ait pu agir seul. Selon elle, cet homme n'a pas la carrure nécessaire pour commettre un tel acte de son propre chef. Ce qu'elle décrit ensuite est encore plus inquiétant.
le véritable responsable serait quelqu'un de manipulateur, sans scrupules, prêt à trahir et à exploiter les autres sans la moindre hésitation. Un profil qui correspond à un esprit froid, calculateur, capable de tirer les ficelles dans l'ombre. Une description qui, sans être explicitement liée à Atlan, vient renforcer le climat de suspicion qui l'entoure. À ce moment précis, toutes les intrigues semblent converger vers un même point, la peur. Une peur ancienne pour Baker et Claudine, une peur actuelle pour ceux qui cherchent la vérité, et une peur diffuse pour tous ceux qui gravitent autour de cette affaire sans en mesurer encore toutes les conséquences. Ainsi, sans que personne ne puisse encore le formuler clairement, une évidence commence à s'imposer, le passé n'est jamais vraiment enterré. Et lorsque les secrets qu'il contient refont surface, il ne se contente pas de révéler la vérité. Il menace de tout détruire. C'est alors que la tension franchit un nouveau seuil lorsque Raphaël Atlan pousse la porte du commissariat, avançant avec cette assurance presque dérangeante de ceux qui savent contrôler leur image. Son regard glisse sur les murs, sur les policiers, comme s'il évaluait chaque détail, chaque présence, sans jamais laisser transparaître la moindre inquiétude. Pourtant, derrière cette façade maîtrisée, quelque chose d'indéfinissable trouble ceux qui croisent sa route, une impression diffuse qu'il ne s'agit pas d'un homme ordinaire. Dans la salle d'interrogatoire, Aude Ruiz et Manu Léoni prennent place face à lui, adoptant cette posture à la fois calme et méthodique propre aux enquêteurs expérimentés. Ils savent que cet homme ne cédera pas facilement, qu'il faudra avancer avec précision, sans précipitation, pour espérer faire émerger la moindre faille dans son discours. Très vite, Atlan choisit de ne pas nier l'évidence. Il reconnaît avoir entretenu une relation avec Isor, mais il la décrit comme une relation libre, sans contrainte, presque détachée. Selon lui, depuis 2 ans, ils partageaient un lien singulier, fait de liberté et de respect mutuel, sans engagement exclusif. Pourtant, au fil de ses paroles, une contradiction subtile apparaît. Malgré cette prétendue légèreté, il évoque un attachement profond, une connexion émotionnelle qu'il ne cherche pas à minimiser. Cette dualité intrigue Aude et Manu. Car si Atlan insiste sur l'absence de jalousie ou de possession, il admet dans le même temps qu'il acceptait qu'Isor fréquente Jérémy. Une tolérance qui pourrait sembler moderne, mais qui, dans le contexte actuel, soulève davantage de questions qu'elle n'apporte de réponses. Était-ce réellement une relation équilibrée, ou une façade destinée à masquer une emprise plus insidieuse ? À ce moment-là, les enquêteurs orientent la conversation vers la période précédant la mort d'Isor. Atlan affirme qu'elle ne l'avait pas quitté, qu'ils avaient simplement pris de la distance, une pause nécessaire selon lui. Mais cette version des faits ne parvient pas à dissiper les doutes. Car dans l'esprit de Manu, les schémas du passé refont surface, ces histoires anciennes où des femmes proches d'Atlan ont connu une fin tragique au moment même où elles tentaient de s'éloigner de lui. Pendant ce temps, dans les couloirs du commissariat, une rencontre silencieuse mais lourde de sens se produit. Atlan croise Clément Baker. Le geste qu'il fait alors est simple, presque banal. Il tend la main, comme pour saluer un ancien contact. Mais la réaction de Baker est sans équivoque. Il ne la serre pas. Ce refus, aussi discret soit-il, révèle une fracture profonde, une méfiance qui ne s'est jamais éteinte. Le silence qui s'installe entre eux est plus parlant que n'importe quel échange. Atlan, imperturbable, se contente de maintenir son regard, puis de rappeler qu'il compte sur Baker pour retrouver le véritable meurtrier d'Isor. Une phrase prononcée avec calme, mais qui sonne presque comme une provocation. Baker, lui, reste muet, comme figé entre son devoir et les souvenirs qui le hantent. Dans le même temps, ailleurs, l'intrigue prend une tournure encore plus sombre à l'intérieur de la prison. Eve, enfermée mais loin d'être passive, met en place un plan d'une précision inquiétante. Sous couvert d'un cours destiné aux détenus, elle parvient à dissimuler un objet crucial dans un livre qu'elle remet à Alice. À l'intérieur, une puce de téléphone, soigneusement cachée. Le geste est rapide, presque invisible pour un regard extérieur, mais il témoigne d'une détermination sans faille. Eve ne se contente plus d'attendre. Elle agit, elle manipule, elle organise. Lorsqu'Alice découvre le contenu du livre, sa surprise est immédiate, teintée d'inquiétude. Elle comprend instantanément les risques d'une telle action. La question qu'elle pose alors est simple, presque naïve, pourquoi prendre un tel risque ? La réponse d'Eve, en revanche, révèle toute la profondeur de son obsession. Elle n'agit pas sans raison. Elle a besoin d'un service en échange. La mission qu'elle confie à Alice est claire, surveiller Nathalie Jiménez, détenue dans le même quartier. Cette demande n'est pas anodine. Elle s'inscrit dans une conviction profonde, presque irréversible. Pour Eve, Nathalie est responsable de la mort de son fils. Cette certitude, qu'elle ne remet jamais en question, guide chacune de ses actions.
Elle ne cherche pas seulement des réponses, elle veut des preuves, une confirmation qui justifierait sa douleur et son désir de justice. Dans le même temps, la dynamique émotionnelle autour de Charles continue de se complexifier. Lorsqu'il se rend à la ferme pour retrouver Flore, son état trahit une fatigue morale évidente. Le poids des événements récents, la mort d'Elliot, les tensions avec Eve, tout cela semble peser sur lui de manière écrasante. Face à Flore, il finit par laisser tomber le masque. Il avoue que la présence constante d'Eve devient étouffante, presque insupportable. Il ne parvient pas à lui dire non, par peur de la blesser, mais cette incapacité à s'affirmer le plonge dans un malaise grandissant. Ce conflit intérieur, silencieux, le fragilise davantage chaque jour. Lorsque la conversation dérive vers la mort d'Elliot, un basculement s'opère. Charles révèle alors une vérité brutale, Elliot a été assassiné. Mais ce n'est pas tout. Il ajoute une nuance qui vient troubler l'image de la victime. Elliot n'était pas un saint. Cette phrase, lourde de sens, suggère que sa mort pourrait être liée à ses propres actions, à des choix qui l'ont peut-être exposé à des dangers qu'il n'a pas su anticiper. Cette révélation ouvre une nouvelle perspective. Elle remet en question les certitudes, introduit une zone grise où la victime et ses responsabilités ne sont plus clairement séparées. Et dans cet espace incertain, les soupçons peuvent se multiplier, se déplacer, toucher des personnes jusque-là épargnées. Pendant ce temps, les interrogations de Sabine à l'égard d'Eve prennent une dimension plus personnelle. Elle perçoit cette agitation constante, cette hyperactivité qui semble empêcher Eve de s'effondrer. Pour Sabine, il ne s'agit pas d'une force, mais d'un mécanisme de survie, une fuite en avant destinée à éviter de faire face à la douleur. Mais Eve refuse cette interprétation. Elle affirme aller bien, maintenir le contrôle. Pourtant, derrière cette assurance, une tension palpable subsiste, une fragilité qui pourrait, à tout moment, se transformer en rupture. Ainsi, à mesure que les fils de l'enquête se resserrent, les certitudes s'effritent. Atlan, avec son calme déroutant, devient une énigme plus complexe encore. Eve, enfermée mais active, franchit une ligne dangereuse. Et autour d'eux, chacun lutte avec ses propres démons, ses propres contradictions. Dans cet équilibre précaire, une seule chose semble certaine. La vérité, lorsqu'elle émergera, ne se contentera pas de désigner un coupable. Elle révélera des failles bien plus profondes, des secrets que certains ne sont peut-être pas prêts à affronter. Dans le même temps, alors que l'interrogatoire de Raphaël Atlan laisse derrière lui une impression d'inachevé, une tension plus intime, plus sourde encore, se développe entre Baker et Claudine. Ce n'est pas seulement la présence d'un suspect dangereux qui les perturbe, mais bien ce qu'il représente pour eux, ce qu'ils ravivent au plus profond de leur mémoire. Lorsque Baker appelle Claudine pour lui annoncer qu'Atlan est désormais au cœur de l'enquête, sa voix est maîtrisée, presque froide. Pourtant, chaque mot semble peser avec une gravité inhabituelle. Il ne lui livre pas seulement une information, il lui transmet une inquiétude, un avertissement à demi-mot que seuls eux deux peuvent comprendre. Car derrière ce nom, il n'y a pas qu'un suspect, il y a un passé qu'ils partagent et qu'ils n'ont jamais réellement réglé. Claudine, en entendant cette nouvelle, ressent immédiatement ce vertige qu'elle croyait enfoui. Elle ne demande pas de détails inutiles, elle n'en a pas besoin. Elle sait déjà, elle comprend que si Atlan refait surface aujourd'hui, ce n'est pas un simple hasard. C'est comme si le destin avait décidé de rouvrir une porte qu'ils avaient verrouillée ensemble, 25 ans plus tôt. C'est alors que Baker, dans un élan presque involontaire, laisse échapper une pensée qui résume toute sa peur. Il espère qu'Atlan n'est pas coupable. Une phrase qui, à première vue, pourrait sembler paradoxale pour un policier. Mais la suite donne tout son sens à cette déclaration. Car si Atlan est bien responsable de la mort d'Isor, alors cela signifierait que Claudine porte une part de responsabilité. Ce lien invisible entre le passé et le présent se dessine peu à peu avec une clarté inquiétante. Il ne s'agit plus seulement de découvrir un meurtrier, mais de comprendre comment des choix anciens peuvent encore influencer des drames actuels. Et dans cette équation complexe, Baker et Claudine ne sont plus de simples témoins. Ils deviennent, malgré eux, des acteurs indirects d'une tragédie qui se répète. Pendant ce temps, au commissariat, les éléments de l'enquête continuent de s'accumuler sans pour autant former un tableau cohérent. Les déclarations d'Atlan, aussi structurées soient-elles, laissent planer un doute persistant. Son calme, sa capacité à justifier chaque détail, à anticiper les questions, tout cela donne l'impression d'un homme habitué à se défendre, à manipuler la perception des autres. Mais c'est précisément cette maîtrise qui alarme les enquêteurs. Car derrière cette façade impeccable, il y a quelque chose qui échappe, une part d'ombre que ni Aude ni Manu ne parviennent encore à saisir pleinement. Et cette incertitude nourrit un malaise croissant, une sensation que la vérité est plus complexe, plus dérangeante qu'elle n'y paraît. Dans le même temps,
la situation de Jérémy continue de se dégrader sur le plan émotionnel. Après son échange tendu avec Paloma, il se retrouve confronté à une solitude qu'il n'avait peut-être pas anticipée. Son besoin de soutien, de reconnaissance, se heurte à un mur d'indifférence, voire de rejet. Ce refus de Paloma n'est pas seulement une réaction à ses actes passés. Il représente aussi une perte de repères, un moment où Jérémy réalise que même ceux qui comptaient pour lui ne sont plus prêts à lui accorder leur confiance. Cette fracture relationnelle vient s'ajouter au poids des soupçons qui pèsent déjà sur lui, renforçant son isolement. À ce moment-là, une autre dynamique se dessine autour de Charles, dont le comportement devient de plus en plus révélateur d'un mal-être profond. Lorsqu'il évoque Elliot, son discours oscille entre attachement et lucidité. Il reconnaît les défauts de son ami, admet qu'il n'était pas irréprochable, mais insiste sur un point essentiel, rien ne justifiait sa mort. Cette nuance, apparemment simple, traduit une réflexion plus large sur la notion de justice et de culpabilité. Car dans cette affaire, les lignes ne sont pas clairement tracées. Les victimes ne sont pas forcément innocentes, et les coupables ne sont pas encore identifiés. Tout semble évoluer dans une zone grise où les certitudes s'effondrent. Pendant ce temps, en prison, Eve poursuit son plan avec une détermination qui ne faiblit pas. Le dispositif qu'elle a mis en place avec Alice commence à prendre forme, même si les risques restent élevés. Elle agit avec une précision presque méthodique, comme si chaque étape avait été longuement réfléchie. Pourtant, derrière cette organisation rigoureuse, se cache une motivation profondément émotionnelle. Eve ne cherche pas seulement des informations. Elle cherche une confirmation, une validation de sa douleur. Elle a besoin de croire que Nathalie Jiménez est coupable, que sa souffrance a un responsable clairement identifié. Cette obsession la pousse à franchir des limites qu'elle n'aurait peut-être jamais envisagées auparavant. Elle manipule, elle met en danger une autre détenue, tout cela pour obtenir des réponses. Et dans ce processus, elle s'éloigne peu à peu de toute forme de rationalité. Dans le même temps, les paroles de Nathalie continuent de résonner, comme un écho troublant. Lorsqu'elle décrit le profil du meurtrier d'Elliot, elle évoque un individu manipulateur, sans parole, prêt à exploiter les autres. Une description qui pourrait correspondre à plusieurs personnes, mais qui, dans le contexte actuel, prend une dimension particulière. Car ce portrait pourrait tout aussi bien s'appliquer à quelqu'un comme Atlan. Cette coïncidence renforce l'idée que les différentes intrigues pourraient être liées, que les mêmes types de personnalités évoluent dans l'ombre, influençant les événements sans jamais être directement exposés. À ce moment précis, une convergence inquiétante se dessine. Les secrets du passé, les manipulations du présent, les douleurs individuelles. Tout semble s'entrelacer pour former une toile complexe dont personne ne maîtrise réellement les contours. Ainsi, Baker et Claudine se retrouvent face à une réalité qu'ils ne peuvent plus ignorer. Leur histoire avec Atlan n'est pas terminée. Elle ne l'a peut-être jamais été. Et si la vérité venait à éclater, elle ne se contenterait pas de révéler un coupable. Elle risquerait de mettre en lumière des responsabilités qu'ils ont toujours refusé d'assumer. Dans cette atmosphère chargée d'incertitude, une question commence à s'imposer, silencieuse mais insistante. Jusqu'où ce secret vieux de 25 ans peut-il encore influencer le présent? Et surtout, qui sera prêt à en payer le prix? À ce moment-là, l'affaire prend une dimension encore plus oppressante, comme si chaque personnage, sans le savoir, avançait vers un point de rupture inévitable. Le nom de Raphaël Atlan ne circule plus seulement dans les rapports de police, il s'installe dans les esprits, il contamine les conversations, il ravive des peurs que certains pensaient avoir définitivement maîtrisées. Dans les bureaux du commissariat, l'ambiance devient plus lourde à mesure que les éléments s'accumulent sans apporter de certitude. Les échanges entre les enquêteurs révèlent une frustration grandissante, tout semble pointer vers Atlan, et pourtant, rien ne permet encore de le confondre. Cette absence de preuves tangibles agit comme une pression constante, un sentiment d'impuissance qui pèse sur chaque décision. Pendant ce temps, Baker s'isole davantage, comme s'il cherchait à mettre de la distance entre lui et cette affaire qui le touche trop personnellement. Mais cette tentative est vaine. Chaque information, chaque détail, le ramène inévitablement à ce passé qu'il n'a jamais réellement affronté. Les souvenirs ne sont plus de simples images floues, ils deviennent précis, presque douloureux, comme si le temps n'avait rien effacé. Claudine, de son côté, ressent cette même oppression, mais elle la gère différemment. Elle tente de garder le contrôle, de rationaliser, de se convaincre que ce qui s'est passé autrefois ne peut plus avoir d'impact aujourd'hui. Pourtant, au fond d'elle, une fissure s'élargit. Elle sait que Baker a raison de s'inquiéter. Elle sait que si Atlan est impliqué, alors leur passé ne pourra plus rester caché. Dans le même temps, la pression émotionnelle autour de Charles atteint un point critique. Le jeune homme, déjà fragilisé par la mort d'Elliot,
se retrouve pris dans une spirale où chaque interaction devient une source d'angoisse supplémentaire. L'insistance d'Eve, son besoin constant de le maintenir proche, de lui imposer des responsabilités qu'il ne se sent pas capable d'assumer, le pousse à bout. Lorsqu'il évoque cette situation avec Flore, ses mots trahissent un épuisement profond. Il ne s'agit pas seulement d'un désaccord ou d'un malaise passager. C'est une sensation d'étouffement, une incapacité à respirer librement face à une présence qui, malgré ses bonnes intentions, devient envahissante. Charles se retrouve ainsi coincé entre la compassion qu'il ressent pour Eve et la nécessité de se préserver. Flore, attentive, perçoit immédiatement la gravité de la situation. Elle comprend que Charles ne pourra pas continuer ainsi sans conséquence. Pourtant, elle sait aussi que s'opposer frontalement à Eve risquerait d'aggraver les tensions. Cette position délicate la place dans un rôle d'équilibriste, cherchant à soutenir Charles sans déclencher un conflit plus large. Pendant ce temps, Muriel poursuit ses efforts pour raisonner Eve, mais se heurte à une détermination inébranlable. Eve ne semble plus accessible à la logique ou à la prudence. Elle agit comme si elle était portée par une force intérieure qui la dépasse, une conviction absolue qui justifie tous ses choix. Ce basculement est d'autant plus inquiétant qu'il se manifeste également dans ses actions en prison. Le plan qu'elle a mis en place avec Alice continue de progresser, mais il devient de plus en plus risqué. Chaque étape franchie augmente les chances d'être découverte, chaque décision prise l'éloigne un peu plus d'un comportement mesuré. Pour Alice, cette situation devient rapidement une source de stress intense. Elle se retrouve impliquée dans une manœuvre qui la dépasse, consciente des conséquences potentielles. Pourtant, elle n'a pas vraiment le choix. La pression exercée par Eve, combinée à la promesse implicite d'un échange, la pousse à accepter ce rôle de surveillante. Dans le même temps, Nathalie Jiménez, sans en avoir pleinement conscience, devient le centre d'une surveillance invisible. Ses gestes, ses déplacements, ses interactions commencent à être observées, analysées, interprétées. Cette intrusion silencieuse dans son quotidien carcéral crée une tension latente, un déséquilibre qui pourrait, à tout moment, faire basculer la situation. À ce moment précis, les trajectoires de ces différents personnages semblent converger vers un point commun, la perte de contrôle. Baker face à son passé, Claudine face à ses responsabilités, Eve face à son obsession, Charles face à sa fragilité. Chacun lutte à sa manière pour ne pas sombrer. Dans le même temps, les paroles de Nathalie sur le profil du meurtrier continuent de résonner dans les esprits. Ce portrait d'un manipulateur sans scrupules prend une dimension presque symbolique, comme s'il représentait une menace diffuse, capable de s'incarner dans plusieurs visages. Et c'est précisément cette ambiguïté qui rend l'enquête encore plus complexe. Car si Atlan correspond à ce profil, il n'est peut-être pas le seul. D'autres pourraient également entrer dans cette description, d'autres pourraient tirer les ficelles dans l'ombre sans jamais apparaître au grand jour. Cette incertitude alimente un climat de suspicion généralisée. Plus personne n'est totalement innocent, plus personne n'est totalement coupable. Les certitudes se dissolvent, laissant place à un terrain instable où chaque révélation pourrait tout remettre en question. Ainsi, au fil des heures, une évidence s'impose progressivement. L'affaire Izor ne se résoudra pas simplement par l'identification d'un suspect. Elle est liée à des histoires anciennes, à des relations complexes, à des choix qui ont laissé des traces invisibles mais profondes. Et dans ce réseau de causes et de conséquences, Baker et Claudine apparaissent désormais comme des figures centrales, non pas parce qu'ils sont coupables, mais parce qu'ils détiennent une part de vérité que personne d'autre ne possède. La question n'est donc plus seulement de savoir qui a tué Izor. La véritable question devient, jusqu'à quand Baker et Claudine pourront-ils garder le silence, sans que tout ne s'effondre autour d'eux? Dans le même temps, l'enquête semble entrer dans une phase plus insidieuse, où les certitudes ne disparaissent pas seulement. Elles se retournent contre ceux qui pensaient encore maîtriser la situation. Chaque élément accumulé ne vient plus éclairer la vérité, mais épaissir le mystère, comme si l'affaire Izor résistait volontairement à toute tentative de résolution. Baker, de plus en plus isolé dans ses réflexions, commence à ressentir le poids réel de ce secret qu'il partage avec Claudine. Ce n'est plus seulement une affaire ancienne qu'il redoute de voir exposée. C'est une responsabilité morale qui le rattrape, une conscience qu'il n'a jamais totalement apaisée. Il comprend désormais que le danger ne vient pas uniquement d'Atlan, mais aussi de ce qu'eux-mêmes ont laissé se produire à l'époque. Claudine, de son côté, tente encore de se convaincre qu'ils peuvent garder le contrôle, que leur silence reste la meilleure protection. Pourtant, chaque nouvelle avancée de l'enquête fissure un peu plus cette certitude. Elle perçoit chez Baker un changement subtil, une hésitation qu'elle ne lui connaissait pas. Et cette hésitation devient pour elle une source d'inquiétude supplémentaire.
Car si Baker venait à parler, à révéler ce qu'ils ont toujours dissimulé, tout pourrait s'effondrer. Leur passé, leurs choix, leurs responsabilités. Tout serait exposé sans filtre. Et dans ce contexte, Claudine ne sait plus ce qu'elle redoute le plus, la vérité elle-même ou les conséquences de sa révélation. Pendant ce temps, l'ombre de Raphaël Atlan continue de planer sur l'enquête avec une intensité croissante. Son attitude, toujours aussi calme, presque détachée, intrigue autant qu'elle dérange. Il ne cherche pas à fuir, il ne montre aucun signe de panique, comme s'il savait que l'épreuve manque, ou pire. Comme s'il était certain de ne pas être inquiété. Ce comportement alimente une forme de malaise chez les enquêteurs. Car un homme réellement innocent pourrait se défendre avec plus d'émotion, plus d'agitation. Or Atlan reste parfaitement maître de lui, ce qui laisse planer une hypothèse troublante. Soit il n'a rien à se reprocher. Soit il est habitué à cacher la vérité. Dans le même temps, les répercussions émotionnelles de cette affaire continuent de s'étendre autour des personnages, touchant chacun à des niveaux différents. Jérémy, déjà fragilisé, semble de plus en plus perdu dans une situation qui le dépasse. Son besoin de reconnaissance, de soutien, reste insatisfait, et cette solitude commence à affecter sa capacité à réagir avec lucidité. Son isolement devient presque palpable. Chaque tentative de se justifier, chaque démarche pour se rapprocher de ceux qu'il connaît, se solde par un échec. Et cette accumulation de refus renforce l'image d'un homme acculé, incapable de trouver sa place dans un environnement qui le rejette progressivement. À ce moment-là, une autre tension atteint un point critique autour de Charles. La pression exercée par Ève, combinée à son propre deuil, crée un déséquilibre de plus en plus difficile à gérer. Charles n'est pas seulement fatigué. Il est à bout, tiraillé entre ses émotions et les attentes qu'on projette sur lui. Lorsqu'il évoque Elliot, son discours révèle une complexité émotionnelle qui ne cesse de s'intensifier. Il ne nie pas les défauts de son ami, il reconnaît même certaines zones d'ombre, mais il refuse catégoriquement l'idée que ces imperfections puissent justifier sa mort. Cette position, à la fois lucide et douloureuse, montre à quel point Charles est encore profondément affecté. Flore, en l'écoutant, comprend que cette situation ne peut pas durer. Elle perçoit que Charles a besoin de temps, d'espace, d'un recul que personne ne semble prêt à lui accorder. Mais elle sait aussi que s'opposer directement à Ève pourrait provoquer une réaction encore plus violente. Pendant ce temps, Ève poursuit son plan en prison avec une détermination qui frôle désormais l'obsession. Chaque geste, chaque décision qu'elle prend semble dictée par une seule idée, prouver que Nathalie Jiménez est coupable. Cette conviction, qu'elle ne remet jamais en question, devient le moteur de toutes ses actions. Alice, prise dans ce mécanisme, ressent de plus en plus la pression de son rôle. Elle observe Nathalie, note ses comportements, tente de comprendre ses habitudes. Mais plus elle s'implique, plus elle réalise que la situation est loin d'être aussi simple qu'Ève le prétend. Car Nathalie ne correspond pas entièrement à l'image que l'on attend d'une coupable évidente. Son attitude, ses réactions, ses silences. Tout semble osciller entre culpabilité possible et mystère insondable. Et cette ambiguïté trouble Alice, qui commence à douter de la justesse de sa mission. Dans le même temps, les paroles de Nathalie sur le profil du meurtrier continuent de s'imposer comme une clé potentielle. Ce portrait d'un manipulateur sans scrupules, capable de tromper et de trahir sans hésitation, semble de plus en plus pertinent. Mais il ne désigne personne de manière explicite. Cette absence de certitude maintient l'enquête dans une zone d'instabilité permanente. Chaque piste peut être crédible, chaque suspect peut être innocent. Et dans ce contexte, la vérité devient insaisissable, presque inaccessible. À ce moment précis, une inquiétude plus profonde commence à émerger chez Baker. Il ne s'agit plus seulement de savoir si Atlan est coupable. Il commence à se demander si cette affaire ne dépasse pas le cadre d'un simple meurtre. Si elle n'est pas, en réalité, le résultat d'un enchaînement d'événements, de décisions passées, de secrets jamais révélés. Et dans cette réflexion, une idée s'impose avec une force nouvelle. Si Atlan est impliqué, alors ce n'est pas un hasard. C'est peut-être la conséquence directe de ce qui s'est passé 25 ans plus tôt. Cette prise de conscience change tout. Elle transforme l'enquête en une quête beaucoup plus personnelle, beaucoup plus dangereuse. Car en cherchant la vérité, Baker pourrait être amené à révéler ce qu'il a toujours voulu cacher. Ainsi, à mesure que les tensions montent, une conclusion s'impose lentement mais inexorablement. Personne ne sortira indemne de cette affaire. Et lorsque la vérité éclatera, elle ne se contentera pas de désigner un coupable. Elle risque de briser des vies entières. À ce stade, tout semble suspendu à un fil invisible, comme si chaque personnage avançait désormais dans un équilibre fragile, prêt à se rompre à la moindre révélation.
L'affaire Izor n'est plus seulement une enquête criminelle, elle est devenue un miroir des failles humaines, des erreurs passées et des vérités que chacun tente encore de dissimuler. Baker, plus que jamais, ressent le poids de ce qu'il n'a jamais osé affronter. Il comprend que le silence qu'il a maintenu pendant 25 ans n'était pas une solution, mais une fuite. Une fuite qui aujourd'hui se retourne contre lui avec une brutalité qu'il n'avait pas anticipée. Car ce qu'il redoutait par-dessus tout est en train de se produire. Le passé ne se contente pas de revenir, il exige des comptes. Claudine, quant à elle, oscille entre peur et lucidité. Elle sait désormais que la situation leur échappe. Chaque jour qui passe rapproche la vérité d'une surface qu'elle ne pourra plus contrôler. Elle tente encore de rationaliser, de s'accrocher à l'idée que rien ne pourra être prouvé. Mais au fond d'elle, une autre voix se fait entendre, plus sincère, plus inquiétante, celle qui lui murmure que certaines fautes finissent toujours par être révélées. Dans le même temps, Raphaël Atlan continue d'évoluer dans cette zone grise qui le rend à la fois suspect et insaisissable. Son assurance ne faiblit pas, son discours reste cohérent, et pourtant, quelque chose chez lui ne cesse d'alerter. Ce n'est pas une preuve, ce n'est pas un fait concret, mais une impression persistante, presque instinctive, qu'il représente un danger réel. Baker le sait, Claudine le sait, et cette connaissance silencieuse, partagée mais jamais formulée, devient leur plus grande faiblesse. Car tant qu'ils se taisent, ils protègent un secret, mais ils permettent peut-être aussi à une menace de continuer à exister. Pendant ce temps, en prison, Eve franchit un point de non-retour. Son plan, désormais pleinement enclenché, la place dans une position où il devient impossible de revenir en arrière. Elle a impliqué Alice, elle a instauré une surveillance, elle a pris des risques qui pourraient lui coûter cher. Mais pour elle, la question ne se pose même plus. Sa douleur a pris le dessus sur toute autre considération. Elle ne cherche plus à comprendre, elle cherche à confirmer. Et dans cette quête, elle est prête à tout sacrifier, même sa propre sécurité. Alice, elle, commence à mesurer l'ampleur de ce dans quoi elle s'est engagée. Observer Nathalie Jiménez n'est pas une tâche anodine. Chaque regard, chaque geste devient suspect, analysé, interprété. Mais plus elle observe, plus le doute s'installe. Car Nathalie ne correspond pas totalement à l'image d'une coupable évidente. Son comportement ne révèle ni panique, ni culpabilité flagrante. Il y a chez elle une forme de retenue, de complexité qui rend toute conclusion prématurée. Et cette incertitude fragilise la mission qu'Ève lui a confiée. Dans le même temps, Charles atteint un point de saturation émotionnelle. Le poids du deuil, combiné à la pression constante d'Ève, devient insoutenable. Il n'est plus simplement triste ou perdu. Il est épuisé, vidé, incapable de supporter davantage ce qu'on attend de lui. Sa confession à Flore marque un tournant. En reconnaissant qu'Elliot n'était pas irréprochable, tout en affirmant qu'il ne méritait pas de mourir, il exprime une vérité douloureuse mais essentielle. Une vérité qui résume toute la complexité de cette affaire. Les victimes ne sont pas parfaites, les coupables ne sont pas encore identifiés, et la justice elle-même semble incertaine. Dans le même temps, les mots de Nathalie continuent de résonner comme une énigme. Ce portrait du manipulateur, froid et calculateur, plane sur toute l'enquête. Il ne désigne personne avec certitude, mais il évoque une présence, une menace diffuse qui pourrait se cacher derrière plusieurs visages. Et c'est précisément cette incertitude qui rend la situation si dangereuse. Car tant que la vérité reste floue, chacun devient potentiellement suspect. Chacun peut être impliqué, directement ou indirectement. À ce moment-là, une prise de conscience s'impose lentement, mais avec une force inévitable, cette affaire ne se résoudra pas simplement par une arrestation. Elle nécessitera des révélations, des aveux, des confrontations qui risquent de bouleverser bien plus que la simple recherche d'un coupable. Baker et Claudine se trouvent au cœur de cette tempête. Leur secret, longtemps enfoui, est désormais une bombe à retardement. Et plus ils tentent de le protéger, plus ils risquent d'en amplifier les conséquences. Ainsi, tout converge vers un point de rupture. La vérité, lorsqu'elle éclatera, ne sera pas seulement une réponse à une enquête. Elle sera une condamnation pour ceux qui ont cru pouvoir échapper à leur passé.